En 1811, Napoléon Bonaparte est au sommet absolu de sa puissance. Jamais un homme n'a dominé l'Europe continentale de manière aussi écrasante. Les royaumes ont été vaincus, les alliances imposées, les peuples soumis. À Paris, le pouvoir semble solide, organisé, presque éternel. Les bulletins officiels parlent d'ordre, de stabilité et de prospérité. Aux yeux du monde, l'Empire français est invincible. Mais derrière cette façade soigneusement entretenue, Napoléon sait que son pouvoir repose sur un équilibre fragile. Les finances de l'Empire sont sous tension. Les territoires conquis obéissent par peur, non par loyauté. Les armées sont immenses, coûteuses, difficiles à maintenir. Et surtout, un empire refuse encore de se soumettre pleinement. La Russie. Devant ses maréchaux et ses conseillers, Napoléon affiche une confiance inébranlable. Il affirme que le tsar Alexandre est isolé, indécis, incapable de résister à une démonstration de force. Il parle d'une campagne courte, presque symbolique. Une marche rapide, une victoire politique, puis un retour glorieux à Paris. Il promet que tout est sous contrôle. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a déjà reçu de nombreux rapports inquiétants. Des officiers expérimentés l'alertent sur les distances immenses, sur les routes dégradées, sur l'impossibilité de ravitailler une armée aussi vaste, aussi loin de ses bases. Ils évoquent le climat russe, l'hiver impitoyable, et une stratégie ennemie prête à sacrifier son propre territoire pour épuiser l'envahisseur. Napoléon écoute ces avertissements, mais refuse de leur accorder le poids qu'ils méritent. Reconnaître ces dangers serait reconnaître une faiblesse. Et pour lui, la faiblesse est incompatible avec le pouvoir. Il choisit donc de rassurer ses hommes. Il choisit de masquer ses doutes. Il choisit de mentir, persuadé qu'il pourra contrôler la réalité comme il a contrôlé l'Europe. À cet instant précis, l'histoire aurait encore pu prendre un autre chemin. Une pause, un recul, un aveu de prudence auraient pu tout changer. Mais la décision est prise. L'armée se met en marche vers l'Est. Et sans le savoir, Napoléon vient de franchir le point de non-retour. Lorsque la grande armée s'engage sur les routes de Russie, elle impressionne par sa taille et sa discipline. Jamais une force militaire aussi vaste n'a traversé l'Europe. Officiellement, Napoléon affirme vouloir rétablir l'ordre et faire respecter les accords conclus avec le tsar. Il parle encore de victoire rapide, de pression diplomatique, de démonstration de puissance. Mais très vite, la réalité commence à fissurer ce discours. Les distances sont écrasantes. Les routes sont mauvaises, les cartes sont incomplètes, les villages traversés sont étrangement vides. Les Russes refusent l'affrontement direct, ils reculent sans cesse, brûlant leurs récoltes, abandonnant leurs villes, laissant derrière eux un territoire mort. Cette stratégie désoriente l'armée française. Chaque jour, les soldats avancent davantage, mais trouvent de moins en moins de nourriture. Les convois de ravitaillement se perdent ou arrivent trop tard, les chevaux meurent d'épuisement. La fatigue s'installe. Lentement mais sûrement. Pourtant, le discours officiel ne change pas. Napoléon continue d'affirmer que tout est sous contrôle. Il interdit toute idée de retraite. Il interdit le doute. Plus la situation se dégrade, plus il faut maintenir l'illusion. Reconnaître l'erreur maintenant serait reconnaître que la décision initiale était mauvaise. Le mensonge devient une nécessité. Il enferme l'armée dans une fuite en avant. Chaque pas supplémentaire rend le retour plus difficile. Lorsque Napoléon atteint enfin Moscou, il pense encore avoir gagné. Mais la ville est vide, en flammes, silencieuse. Il n'y a ni capitulation, ni triomphe. Seulement une ville détruite et une armée épuisée face à une réalité qu'il ne peut plus nier. Puis l'hiver s'abat sur la Russie avec une brutalité implacable. Le froid devient l'ennemi principal. Les soldats ne sont pas équipés pour affronter de telles températures. La faim devient permanente. Les maladies se propagent. La discipline, autrefois rigoureuse, commence à se fissurer. Napoléon hésite encore. Rester à Moscou signifie mourir lentement dans le froid. Partir signifie admettre l'échec de toute la campagne. Lorsqu'il ordonne enfin la retraite, il est déjà trop tard. Le chaos éclate immédiatement. Les routes sont impraticables. Les réserves sont inexistantes. L'armée se transforme en une masse désorganisée, luttant simplement pour survivre. Chaque jour, des milliers d'hommes meurent. Non pas lors de grandes batailles héroïques, mais dans la neige, la faim et l'abandon. Les officiers perdent le contrôle. Les ordres ne sont plus respectés. L'armée autrefois invincible se désagrège sous les yeux de Napoléon. Le mensonge qu'il a choisi au début de la campagne révèle toute sa violence. En voulant préserver son image, il a sacrifié son armée. Lorsque les survivants quittent enfin la Russie, il ne reste presque rien.
La plus grande force militaire d'Europe a été détruite sans avoir été vaincue directement. Le chaos a accompli son œuvre, lentement, méthodiquement. Lorsque Napoléon rentre à Paris, il n'est plus le même homme. Son armée est anéantie. Son aura d'invincibilité s'est effondrée. Même si la vérité est dissimulée, l'Europe comprend que l'empereur peut être vaincu. Les alliances se retournent. Les ennemis se réveillent. La chute commence. Ce n'est pas la Russie qui a détruit Napoléon. Ce n'est pas l'hiver. Ce n'est pas une bataille décisive. C'est une décision prise bien plus tôt. Le moment où il a choisi de rassurer plutôt que d'avertir. De mentir plutôt que de douter. De préserver son image plutôt que de protéger ses hommes. Ce jour-là, tout aurait encore pu être évité. Mais le silence a remplacé la vérité. Et ce silence a ouvert la porte au chaos. Après cette campagne, Napoléon ne fera que reculer, jusqu'à l'abdication, jusqu'à l'exil, jusqu'à la fin. L'histoire retient souvent les batailles, mais elle oublie parfois l'instant le plus important, celui qui précède la catastrophe, car les empires ne tombent jamais d'un seul coup, ils tombent lorsqu'un être humain croit pouvoir contrôler la réalité en la niant. Et c'est ainsi que l'histoire bascule, toujours, avant le chaos. Si ces histoires vraies vous parlent, et si vous souhaitez continuer à comprendre les décisions humaines qui ont changé le cours de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne Avant le chaos, racontée par Tuba Dashdelen. À très bientôt.